Les gens ne t'appartiennent pas. Personne n'est obligé de rester avec toi pour toujours. Personne n'a la responsabilité de te soutenir dans tes moments de rupture. C'est la dure réalité que beaucoup évitent d'accepter. Mais tant que tu résisteras, tu continueras à souffrir. L'erreur n'est pas que les autres changent, s'éloignent ou décident de se prioriser. L'erreur est que tu croyais qu'ils devaient être inconditionnels. Et ça, même si ça fait mal, n'a jamais été vrai. La souffrance naît lorsque tu remets ta paix entre des mains étrangères, lorsque tu construis ta stabilité sur l'idée que quelqu'un d'autre doit être ton soutien. Et alors, lorsque ces mains se lâchent, lorsque ces présences s'évanouissent, tu t'effondres comme si on t'avait trahi, alors qu'en réalité ils ont juste suivi le cours naturel de la vie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'humanité. C'est pourquoi cette vidéo n'est ni un réconfort, ni un discours doux. C'est un appel à l'éveil, à cesser de croire que ta force dépend de la permanence des autres. Si tu attends que quelqu'un te valide, te soutienne ou te fasse te sentir complet, tu cèdes ton pouvoir. La leçon stoïcienne est claire. Tu es vraiment libre seulement lorsque tu construis ta paix, ta force et ta valeur en toi-même. Je veux que tu écoutes ceci sérieusement, car ce n'est pas une théorie, c'est de la survie émotionnelle. La seule loyauté qui ne t'abandonnera jamais est celle que tu formes avec toi-même. Tout le reste est transitoire, tout le reste est emprunté. Si tu veux arrêter de te briser chaque fois que quelqu'un part, tu as besoin d'ancrer ta vie en toi. Reste jusqu'à la fin, car ici, il ne s'agit pas de belles paroles. Il s'agit d'affronter la vérité qu'ils ont évité de te dire. Dépendre des autres est le chemin le plus sûr vers la défaite. Et construire l'autosuffisance est la seule façon de gagner. 1. Accepte que personne ne vous doit de permanence. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre vos mains. Vous la serrez fort. Vous avez confiance qu'en le faisant, elle restera avec vous. Mais peu à peu, les gouttes s'échappent jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste que du vide. C'est ainsi que fonctionne la permanence des personnes. Aussi fort que vous voulez croire que quelqu'un sera avec vous pour toujours, la vérité est que personne ne vous doit de permanence. Et plus vous vous accrochez à cette illusion, plus grande sera votre souffrance. La première étape pour vous libérer est d'accepter cette réalité avec sérieux et fermeté, car la nier, c'est vous condamner à répéter la même douleur encore et encore. Accepter que personne ne vous doit de permanence ne signifie pas devenir froid ou méfiant. Cela signifie comprendre que la vie est en mouvement constant et que les personnes le sont aussi. Aujourd'hui, quelqu'un peut marcher à vos côtés, mais demain, son chemin peut prendre une autre direction. Pas nécessairement par trahison, mais parce que son histoire, ses priorités et ses batailles ont changé. L'erreur est de croire que cette personne devait rester quoi qu'il arrive, comme si elle vous devait une éternité. Et quand cette attente se heurte à la réalité, ce qui se brise n'est pas la relation, mais votre paix. Pour éviter de tomber dans ce cycle, vous devez apprendre à lâcher l'idée de permanence obligatoire. Commencez par changer votre langage interne. Arrêtez de vous dire que quelqu'un doit toujours être avec vous. Changez-le pour la gratitude que quelqu'un était avec vous tant qu'il le voulait ou le pouvait. Ce changement de perspective vous donnera la liberté. Rappelez-vous que chaque lien est un cadeau temporaire, et quand vous le verrez de cette façon, vous arrêterez d'exiger et commencerez à apprécier davantage ce que vous avez dans le présent. Un autre conseil est de construire une base solide en vous-même. Si votre stabilité dépend de quelqu'un qui ne part pas, vous êtes lié à une condamnation constante. Commencez à cultiver vos propres espaces. Investissez du temps dans votre croissance, dans votre discipline et dans vos projets personnels. Découvrez des activités que vous appréciez en solitude, car plus vous serez fort avec vous-même, moins vous serez vulnérable aux mouvements inévitables des autres. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas ne pas avoir besoin de personne, cela signifie ne pas s'effondrer quand quelqu'un part. Vous devez également éviter d'idéaliser les gens. Lorsque vous mettez quelqu'un sur un piédestal et en faites la base de votre bonheur, ce que vous faites, c'est lui donner un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Rappelez-vous que les autres sont des êtres humains, fragiles, changeants, tout comme vous. N'attendez pas la perfection, n'attendez pas l'éternité.
attendez l'humanité. En vous rappelant cela, vos attentes seront plus réalistes et votre douleur sera moindre lorsque viendra le moment du départ. Enfin, pratiquez le détachement conscient. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est accepter la présence sans s'accrocher et accepter l'absence sans vous détruire. Une façon pratique de le faire est de former votre esprit à remercier plutôt qu'à réclamer. Lorsque vous pensez à quelqu'un qui est parti, au lieu de dire « il m'a fait défaut », dites-vous « il a partagé une partie de sa vie avec moi et maintenant il suit son chemin ». Ce changement d'interprétation transforme votre douleur en maturité. Accepter que personne ne vous doit de permanence est une leçon difficile, mais nécessaire. Chaque fois que quelqu'un part, ne le voyez pas comme une punition. Voyez-le comme un rappel que votre paix ne peut pas dépendre de l'extérieur. Faites de cette vérité votre bouclier, et vous verrez comment peu à peu vous arrêtez de vous briser pour ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. Parce que la liberté commence lorsque vous comprenez que la seule permanence assurée est celle que vous construisez avec vous-même. 2. Construis une relation inébranlable avec toi-même. Vivre en dépendant des autres pour te sentir complet est comme habiter dans une maison faite de verre. N'importe quelle pierre lancée de l'extérieur peut la faire s'effondrer et te laisser exposé. Cette fragilité est la conséquence de ne pas avoir une relation solide avec toi-même, de ne pas être ton propre refuge. Si tu ne construis pas ce lien, tu seras toujours à la merci de ce que les autres font, disent ou cessent de faire. La vie est trop incertaine pour permettre que ta paix dépende de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu as besoin de construire une connexion si forte avec toi-même qu'aucun abandon ou rejet ne parvienne à te briser. L'erreur courante est de chercher à l'extérieur ce que nous n'avons jamais cultivé à l'intérieur. Nous demandons de l'attention parce que nous ne savons pas nous en donner. Nous exigeons de l'amour parce que nous n'avons pas appris à nous aimer. Nous attendons de la compagnie parce que nous ne supportons pas le silence d'être avec nous-mêmes. Cette dynamique devient une chaîne qui te lie à la dépendance émotionnelle. Si quelqu'un s'éloigne, ton monde s'effondre parce que tu n'as jamais appris à te soutenir seul. Et le plus dangereux, c'est que cette dépendance transforme ton besoin en faiblesse visible, et il y a des gens qui en profitent. La seule façon de te libérer est d'apprendre à être ta propre compagnie. Construire une relation inébranlable avec toi-même ne se fait pas avec des phrases vides d'estime de soi, mais avec des actions constantes. Commence par te consacrer du temps réel, pas les restes de ton emploi du temps. Apprends à apprécier les activités en solitude, que ce soit lire, marcher, écrire ou s'entraîner, et observe comment peu à peu l'inconfort initial se transforme en calme. Cet espace n'est pas vide, c'est la preuve que tu peux être avec toi sans dépendre de personne d'autre. Un autre conseil pratique est d'apprendre à valider tes propres réussites. Arrête d'attendre des félicitations externes pour sentir que tu progresses. Chaque fois que tu atteins un objectif, même petit, reconnais ton effort. Écris-le, célèbre-le en silence, mais ne l'ignore pas. Cette habitude t'entraîne à ne pas avoir besoin d'applaudissements des autres pour te sentir valorisé. Quand tu apprendras à être témoin de ta propre croissance, tu arrêteras de vivre comme un mendiant émotionnel qui supplie pour la reconnaissance. La discipline est également clé dans cette construction. Tenir les promesses que tu te fais à toi-même renforce ta confiance interne. Si tu dis que tu vas t'entraîner, fais-le. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Chaque fois que tu tiens ta promesse, ton esprit comprend qu'il peut avoir confiance en toi. Et cette confiance est le pilier de la relation avec toi-même. Au contraire, chaque fois que tu te trahis, tu nourris l'insécurité et renforces la dépendance de chercher à l'extérieur ce que tu ne construis pas à l'intérieur. N'oublie pas le dialogue interne. Ce que tu te dis chaque jour crée la qualité de cette relation. Si ton esprit est rempli de critiques et de mépris envers toi-même, tu ne te sentiras jamais en paix en solitude. Changer ce discours n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de justice envers toi-même. Parle-toi avec fermeté, reconnais tes erreurs, mais reconnais aussi tes vertus. Un ennemi interne est plus destructeur que 100 ennemis externes. C'est pourquoi tu as besoin de devenir ton allié le plus fort.
Au final, une relation inébranlable avec toi-même signifie que tu es capable d'être seul sans te sentir seul, que tu peux avoir confiance en ton jugement même si personne ne te soutient, que tu sais te relever même si tout le monde te tourne le dos. Cela signifie que ta force ne dépend pas de la présence des autres, mais du fait que tu ne t'abandonnes jamais. Parce que si tu parviens à établir cette connexion, le monde peut changer, les gens peuvent partir, mais tu auras toujours quelqu'un en qui avoir confiance, toi-même. Et c'est le type de loyauté qui ne se brise jamais. 3. Libère-toi des attentes irréalistes. Marcher avec des attentes irréalistes est comme porter un sac à dos plein de pierres que tu as toi-même placées à l'intérieur. Chaque fois que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espérais, une autre pierre tombe sur ton dos. Et le pire, c'est que ce n'est pas cette personne qui l'a mise, c'est toi en imaginant qu'elle devait se comporter d'une certaine manière. Le poids ne vient pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce que tu as inventé qu'ils devaient faire. C'est ainsi que fonctionne le piège des attentes, une douleur silencieuse que tu fabriques toi-même et qui t'enchaîne à une frustration constante. La vérité est simple, mais dure. Personne n'est sur cette terre pour répondre à tes attentes. Chaque personne agit selon son histoire, ses blessures, ses priorités et sa façon de voir la vie. Prétendre que les autres réagissent comme tu le ferais est une recette sûre pour la déception. Il ne s'agit pas que les gens soient cruels, il s'agit qu'ils vivent dans une réalité différente de la tienne. Et plus vite tu comprendras cela, moins tu souffriras. Le premier conseil pour te libérer de ces attentes est de t'entraîner à observer. Au lieu de supposer comment quelqu'un devrait agir, observe comment il agit réellement. Prends ses actions comme des faits, pas comme des promesses. Cette pratique t'éloigne de l'illusion et te rapproche de la vérité. Quand tu apprends à voir les gens tels qu'ils sont, pas comme tu veux qu'ils soient, tu arrêtes de te remplir de frustration. Une autre étape fondamentale est d'ajuster ton langage interne. Chaque fois que tu penses « il devrait être là pour moi », remplace-le par « il peut être là pour moi s'il le veut ou s'il le peut ». Ce simple changement transforme une obligation imaginaire en une possibilité réelle. Il te libère du ressentiment et t'apprend à apprécier ce que tu reçois au lieu de réclamer ce que tu as inventé. Il est également essentiel de lâcher l'idée de réciprocité automatique. Croire que, parce que tu as donné quelque chose, l'autre personne doit te le rendre de la même manière, c'est te condamner à la déception. La vie ne fonctionne pas comme un échange juste de faveurs. Donne ce que tu veux donner, mais fais-le parce que ça vient de toi, pas parce que tu attends un retour garanti. Quand tu donnes sans attache, tu ne te sens pas floué si tu ne reçois pas la même chose. La pratique du détachement t'aidera à mettre tout en perspective. Si quelqu'un te déçoit, au lieu de dire « il m'a trahi », comprends qu'il a simplement agi selon sa nature et ses décisions. Cela ne signifie pas le justifier, cela signifie ne pas porter une douleur supplémentaire qui ne te concerne pas. Tu décides si tu transformes l'action de quelqu'un en une blessure éternelle ou en une leçon de maturité. Un exercice utile est de toujours te demander « est-ce que ce que j'attends dépend de moi ou de quelqu'un d'autre ?» Si cela dépend de toi, fais-le. Si cela dépend de quelqu'un d'autre, laisse tomber. Cette question répétée t'épargne des années de frustration, car elle te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Non pas en contrôlant la volonté des autres, mais en dirigeant ta propre conduite. Te libérer des attentes irréalistes ne te rend pas indifférent, cela te rend réaliste. Il t'apprend à te lier à partir de la clarté, pas de la fantaisie. Et même si au début il est douloureux de lâcher cette illusion de contrôle, tu découvriras ensuite que ton cœur se sent plus léger, ton esprit plus libre et tes relations plus sincères. Parce que personne ne peut te donner la paix si ton sac à dos est plein de pierres que tu as toi-même mises, et personne ne peut te l'enlever plus que toi. La véritable liberté arrive quand tu arrêtes d'exiger que les autres respectent des scénarios qu'ils n'ont jamais signés, et que tu commences à vivre avec gratitude pour ce qu'ils offrent réellement. 4. Fais du changement ton allié. Le changement ressemble à une tempête qui éclate sans demander la permission.
Tu peux la maudire, courir te cacher ou rester paralysé en attendant qu'elle passe. Mais la vérité est que tôt ou tard, la pluie tombera et le vent balayera tout ce qui n'était pas solide. C'est la nature de la vie, rien ne reste intact. Les personnes, les lieux, les émotions et les circonstances se transforment avec ou sans ton consentement. Résister, c'est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains, c'est épuisant et inutile. Comprendre cette vérité est ce qui différencie ceux qui se brisent de ceux qui grandissent, car tandis que certains s'accrochent au passé, d'autres utilisent le changement comme moteur d'évolution. La plupart souffrent parce qu'ils interprètent chaque transformation comme une perte. Ils pensent que si quelqu'un change de direction, c'est un abandon, que si une étape se termine, c'est une catastrophe, que s'ils ne ressentent plus la même chose, c'est une trahison de leur identité. Cette vision transforme l'inévitable en punition. Mais le changement ne vient pas pour te détruire. Il vient pour te montrer que rien n'est fixe et que la seule façon de survivre est d'apprendre à bouger avec lui. Quand tu l'acceptes comme un allié, chaque fin devient un début et chaque perte une opportunité de te renforcer. Le premier conseil pour faire du changement un allié est d'accepter que tu ne le contrôles pas. La vie ne s'ajuste pas à ton scénario personnel. Les personnes que tu as juré d'avoir toujours à tes côtés s'éloignent. Les emplois sûrs se terminent. Les émotions qui semblaient éternelles se transforment. Au lieu de lutter contre cette réalité, commence à entraîner ton esprit avec la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Remplacer la résistance par la curiosité te transforme en un explorateur de la vie, plutôt qu'en une victime de ses revirements. Un autre conseil pratique est d'anticiper mentalement le changement. Non pas par paranoïa, mais par préparation. Les stoïciens parlaient de la premeditatio malorum, imaginer sereinement que ce que tu aimes peut changer ou se perdre. Lorsque tu entraînes ton esprit à cette pratique, l'impact émotionnel est réduit et la transition est moins douloureuse. Te préparer n'évite pas le changement, mais évite qu'il te fasse s'effondrer. Il est également vital de développer une flexibilité interne. La rigidité est l'ennemi de la résilience. Si tout dans ta vie dépend du fait que les choses restent les mêmes, tu vis dans une illusion fragile. Commence par de petites habitudes. Teste de nouvelles routines, accepte des conversations qui te mettent mal à l'aise, sors de ton cercle répétitif. Cette pratique quotidienne entraîne ta capacité d'adaptation et lorsque survient un grand changement, ton esprit ne le voit pas comme une menace, mais comme un processus naturel. Un autre point clé est d'identifier les opportunités au sein de chaque transition. Lorsqu'une personne s'en va, ne te concentre pas uniquement sur le vide. Regarde aussi l'espace que tu as maintenant pour grandir. Lorsqu'un plan se brise, cherche les portes qui se sont ouvertes en n'étant pas liées à un seul. Cette mentalité transforme la perte en expansion. Le changement ne laisse jamais tout vide. Il laisse toujours une graine que tu peux exploiter si tu as le courage de la voir. Enfin, rappelle-toi que le changement t'appartient aussi. Tu n'es pas seulement la victime de transformations externes, tu es toi-même un agent de changement. Chaque décision que tu prends, chaque habitude que tu adoptes ou abandonnes, est une façon de réécrire ton chemin. Si tu crains le changement externe, mais que tu ne changes jamais toi-même, tu deviens ton pire obstacle. Ose transformer ce qui est entre tes mains, car c'est la meilleure façon d'entraîner ta relation avec l'inévitable. Lorsque tu fais du changement ton allié, tu cesses de vivre dans la peur de perdre et tu commences à vivre avec confiance en ta capacité à t'adapter. 5. Choisis des relations qui t'élèvent, pas celles qui t'épuisent. Être à côté de quelqu'un qui n'apporte rien est comme marcher avec les pieds attachés à un sac de sable. Tu avances, mais chaque pas pèse plus qu'il ne le devrait. Parfois, tu ne t'en rends pas compte au début, parce que tu confonds habitude avec loyauté, affection avec dépendance, compagnie avec véritable soutien. Cependant, il suffit d'observer ton état après avoir été avec certaines personnes pour remarquer la vérité. Il y a ceux qui te chargent d'énergie et il y a ceux qui te la retirent petit à petit. La différence entre continuer à grandir ou rester coincé réside dans le choix de qui tu partages ton chemin.
La réalité est dure, toutes les relations ne sont pas un refuge, certaines sont des tempêtes déguisées en compagnie. Il y a des personnes qui ont toujours une plainte prête, qui transforment chaque conversation en un puits de négativité ou qui s'approchent de toi seulement quand elles ont besoin de quelque chose. Si tu t'entoures d'elles pendant trop longtemps, tu finis par croire que la vie est aussi grise que leur vision. Et le pire, c'est que, en t'y habituant, tu confonds l'épuisement avec la normalité. Le premier conseil est d'apprendre à écouter ton corps et ton esprit. Après avoir partagé avec quelqu'un, demande-toi, me sens-je en paix ou épuisé? Cette simple évaluation révèle plus que tu ne le penses. Si chaque rencontre se termine par de la fatigue, de la confusion ou de la culpabilité, ce n'est pas une relation qui t'élève. Une relation saine te pousse à être meilleur, elle ne te fait pas sentir que tu portes le poids du monde. Un autre point clé est de reconnaître les schémas. Si tu remarques que c'est toujours toi qui écoutes, aide ou te donne du mal et que tu ne reçois jamais la même chose en retour, tu es dans une relation à sens unique. L'équilibre ne signifie pas que les deux donnent la même chose tout le temps. Cela signifie qu'il y a une réciprocité et un véritable soin. Lorsqu'un seul donne et que l'autre consomme, une dynamique d'épuisement se crée qui, tôt ou tard, brise ta stabilité. Pour éviter les relations qui épuisent, établis des limites claires. Les limites ne sont pas des murs de froideur, ce sont des rappels que ton énergie est précieuse et ne peut être gaspillée dans des dynamiques toxiques. Apprends à dire non sans culpabilité, à te retirer lorsque la conversation devient du poison, à mettre de la distance lorsque quelqu'un transgresse ta paix. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit de protéger ce que tu construis en toi. Un conseil pratique est de t'entourer de personnes qui incarnent ce que tu veux cultiver. Si tu cherches la discipline, entoure-toi de personnes disciplinées. Si tu veux la sérénité, partage avec ceux qui transmettent la tranquillité. Si tu veux grandir, cherche ceux qui défient tes limites de manière positive. Ce que tu consommes des autres influence autant que ce que tu manges ou ce que tu lis. Choisir consciemment ton cercle est un investissement dans ton futur. Tu dois aussi travailler sur ta propre énergie parce que tu attires ce que tu es. Si tu as une mentalité négative ou dépendante, tu permets probablement des relations qui reflètent ce même schéma. Change ton intérieur et ton extérieur s'ajustera. Sois la personne qui élève, pas celle qui épuise, et tu verras comment ton environnement commence à se transformer. Au final, choisir des relations qui t'élèvent est une décision de respect de soi. Il ne s'agit pas de vivre seul ou de couper avec tout le monde, il s'agit de comprendre que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des connexions qui te laissent vide. Lorsque tu réussis à t'entourer de personnes qui t'inspirent, tu découvriras que progresser dans la vie ne doit pas se sentir comme porter un sac de sable, mais comme avoir le vent en poupe. Parce que grandir ne signifie pas être accompagné de n'importe qui. Cela signifie être accompagné de ceux qui t'aident vraiment à voler. 6. Arrête de chercher une validation externe. Chercher la validation des autres est comme courir après ton ombre. Tu peux avancer, accélérer, même t'épuiser, mais tu ne réussiras jamais à l'attraper parce qu'elle n'est pas faite pour te soutenir. C'est ainsi que fonctionne l'approbation externe, un reflet qui semble donner un sens à ton effort, mais qui disparaît dès que la lumière change. Et plus tu en dépends, plus tu te sens vide quand elle n'arrive pas, parce qu'au fond, tu n'as rien construit en toi. La plupart des gens sont pris dans ce piège. Ils publient, agissent, parlent et décident dans l'intention de recevoir un j'aime, une félicitation ou un geste de reconnaissance. Ils pensent que leur valeur dépend de combien ils sont validés, comme s'il existait un tribunal invisible évaluant chaque mouvement. Le problème est que ce tribunal n'est jamais juste, parce que les gens applaudissent ou critiquent en fonction de leurs propres intérêts, pas de ta vérité. Si ta vie dépend de ces applaudissements, tu seras condamné à être une marionnette des attentes des autres. La première étape pour te libérer de cette dépendance est de reconnaître combien de tes décisions naissent du besoin d'approbation. Demande-toi sincèrement, est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ou parce que je veux être accepté? Cette question
répétée sans excuse, révèle combien de toi est contrôlé par le regard des autres. Une fois que tu l'as découvert, tu as l'opportunité de récupérer ton pouvoir. Un autre conseil fondamental est d'apprendre à valider tes réussites. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu as bien fait pour te sentir fier. Célèbre en privé, reconnais l'effort, écris ce que tu as accompli et considère-le comme une victoire personnelle. L'autosuffisance ne se construit pas avec des applaudissements, elle se construit avec la conviction que ce que tu fais a de la valeur, même si personne ne le voit. Cette pratique renforce ta confiance et réduit ton besoin de chercher le regard des autres. Il est également essentiel d'accepter l'inconfort de décevoir. La validation externe se nourrit de la peur que les autres n'approuvent pas ce que tu fais. C'est pourquoi tu dois entraîner ton esprit à supporter la désapprobation sans t'effondrer. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il l'assume. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Lorsque tu acceptes que tu ne vas pas plaire à tout le monde, ta vie devient plus authentique et plus libre. Un exercice utile est de limiter ton exposition à des environnements où la validation est mesurée superficiellement. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un terrain fertile pour l'auto-tromperie. Tu peux les utiliser, mais ne laisse pas le nombre d'interactions définir ta valeur. Si tu remarques que tu dépends trop de ces chiffres, déconnecte-toi pendant un moment, recentre-toi sur ton monde réel et rappelle-toi que ta vie ne se mesure pas en métriques numériques. Une autre pratique puissante est de devenir ton propre critique et ton propre maître. Évalue tes erreurs avec objectivité, corrige-les, apprends et avance. Lorsque tu fais confiance à ta capacité d'auto-évaluation, tu arrêtes d'attendre des jugements externes pour te sentir dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que tu te fermes au retour. Cela signifie que tu n'es pas esclave de ceci. Au final, arrêter de chercher une validation externe est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de qui t'applaudit ou de qui t'ignore. Cela signifie que tu peux marcher la tête haute même quand il n'y a pas de public, que tu peux construire ta vie sur des fondations internes plutôt que sur des miroirs fragiles. Et le plus important, cela signifie que tu deviens le maître de ta voix, de tes décisions et de ton destin. Parce que la validation la plus puissante n'est pas celle qui vient de l'extérieur, c'est celle qui naît lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu sais que tu ne t'es pas trahi toi-même. 7. Prends la responsabilité de ta paix. Vivre en blâmant les autres pour ton agitation est comme laisser les clés de ta maison entre les mains de n'importe qui et te plaindre ensuite quand ils entrent et font du désordre. C'est ainsi que ça fonctionne lorsque tu permets que ta paix dépende de ce que quelqu'un dit, fait ou pense. Si chaque mot étranger, chaque geste, chaque absence a le pouvoir de te briser, alors tu n'as pas la paix. Tu as seulement une illusion fragile soutenue par les circonstances. La responsabilité de ton calme n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été en toi. La vérité est inconfortable. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Cependant, la plupart des gens sont convaincus que le chaos vient des autres. Ils blâment leurs partenaires pour leurs insécurités, leurs patrons pour leur stress, leur famille pour leur frustration. Et bien que l'environnement ait une influence, ce qui définit ta stabilité est la façon dont tu décides de réagir. C'est la partie que beaucoup ne veulent pas accepter, car prendre en charge sa propre paix signifie arrêter de trouver des excuses et commencer à regarder à l'intérieur. Le premier conseil pour assumer cette responsabilité est d'apprendre à observer tes réactions. Chaque fois que tu ressens de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété, arrête-toi et demande-toi « Quelle part de cela dépend de moi ?» Cette question brise l'automatisme de blâmer et te redonne le contrôle. Tu ne peux peut-être pas empêcher quelqu'un de critiquer, mais tu peux décider combien de sa critique tu permets d'entrer. Tu ne peux peut-être pas changer une situation externe, mais tu peux choisir l'interprétation que tu lui donnes. Cette différence est ce qui sépare celui qui coule de celui qui reste ferme.
Une autre étape essentielle est de construire des habitudes qui protègent ton calme. Il ne suffit pas d'attendre la paix au milieu du chaos, tu dois la cultiver activement. Consacre des moments de la journée à la méditation, à la lecture ou à l'exercice, car ces pratiques entraînent ton esprit à résister à la tempête. La paix n'apparaît pas de nulle part, elle s'entraîne comme un muscle. Et plus tu la pratiques au quotidien, plus il sera difficile pour quelqu'un de la briser en un instant. Il est également important d'apprendre à poser des limites claires. Souvent, tu perds la paix, non pas parce que quelqu'un te la prend, mais parce que tu permets qu'il envahisse ton espace. Dire non, te retirer d'une conversation toxique, rompre avec des dynamiques qui finissent toujours en conflit, sont des décisions qui protègent ta stabilité. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler l'espace que tu leur accordes dans ta vie. Un conseil pratique est d'écrire un inventaire de ce qui vole ta tranquillité. Fais une liste de personnes, d'habitudes ou de situations qui finissent toujours par épuiser ton énergie. Une fois identifiées, établis des stratégies pour réduire leur impact. Si une personne génère toujours du chaos, limite le contact. Si une habitude comme l'excès de réseaux sociaux te remplit d'anxiété, régule le temps que tu leur consacres. Ce type d'action convertit la théorie en pratique réelle. Rappelle-toi aussi que la paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter sans te détruire. La vie ne sera jamais un terrain plat, il y aura toujours des hauts et des bas, mais si ta force dépend de la perfection de tout, tu n'auras jamais de stabilité. Prends la responsabilité de ta paix en entraînant ton esprit à rester serein, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. C'est la véritable force, celle qui n'a pas besoin de conditions externes pour exister. En fin de compte, prendre la responsabilité de ta paix est un acte de maturité et de liberté. C'est comprendre que personne d'autre ne peut te donner la tranquillité si tu ne décides pas de la cultiver toi-même. Cela signifie arrêter de vivre en victime de ce qui se passe et commencer à vivre en maître de ton intérieur. 8. Embrasse l'autosuffisance comme pouvoir. Dépendre des autres pour soutenir ta vie, c'est comme construire une maison sur un terrain qui ne t'appartient pas. Cela peut sembler stable tant que le propriétaire te permet de rester, mais il suffit qu'il change d'avis ou décide de te retirer la permission pour que tu te retrouves à la merci des éléments. C'est ainsi que fragile est l'existence de celui qui n'a pas appris à être autosuffisant. Et je ne parle pas seulement de matériel, je parle d'émotionnel, de mental, de spirituel. La véritable force naît lorsque tu comprends que ta stabilité ne peut pas être entre les mains d'autrui, mais doit être ancrée en toi-même. L'autosuffisance n'est pas l'isolement ni l'arrogance, c'est la liberté. Cela signifie que tu peux partager ta vie avec les autres par choix et non par nécessité. Lorsque tu embrasses ce pouvoir, tes relations deviennent plus authentiques, car tu ne t'approches pas en cherchant à être complété, mais en offrant ce que tu es déjà. Au contraire, lorsque tu dépends des autres pour te sentir en sécurité ou valide, tout mouvement externe devient une menace. C'est vivre avec des chaînes invisibles qui se tendent chaque fois que quelqu'un s'éloigne ou ne répond pas comme tu l'espérais. Le premier conseil pour embrasser l'autosuffisance est de s'entraîner à l'indépendance émotionnelle. Cela signifie apprendre à réguler tes émotions sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Si tu es triste, cherche des outils pour le gérer. Écrire, réfléchir, bouger, travailler sur ta discipline. Si tu es en colère, apprends à respirer, à observer la pensée avant de réagir. Plus tu entraînes cette capacité, moins tu dépendras des autres pour te calmer ou te donner une direction. L'autosuffisance pratique est également fondamentale. Savoir organiser ta vie, gérer ton temps, prendre soin de ton corps et de tes finances. Beaucoup de personnes restent dans des relations nocives simplement parce qu'elles ne savent pas se soutenir seules, et cette dépendance devient un piège. Lorsque tu apprends à couvrir tes besoins de base et à prendre des décisions sans béquilles externes, ton pouvoir personnel grandit naturellement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie consciente. Une autre étape clé est de renforcer ton monde intérieur. Consacre du temps à te connaître, à cultiver tes principes,
à définir ce que signifie pour toi vivre avec un but. Celui qui n'a pas de clarté intérieure s'accroche à la direction des autres et finit par vivre une vie empruntée. L'autosuffisance comme pouvoir naît d'avoir une boussole interne, de savoir ce qui est non négociable pour toi et de rester fidèle à cela même lorsque personne d'autre ne l'approuve. Un exercice utile est de pratiquer de petits actes d'indépendance chaque jour. N'attends pas que quelqu'un te motive pour commencer un projet, ne laisse pas les autres décider pour toi dans la vie quotidienne. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux résoudre avec tes propres mains. Chaque action de ce type renforce l'idée que tu es capable de soutenir ta vie. Et lorsque viendra une épreuve majeure, cette pratique accumulée te donnera la force de l'affronter. N'oublie pas qu'embrasser l'autosuffisance ne signifie pas te fermer au soutien des autres. Nous avons tous besoin de liens, mais la différence réside dans la manière dont tu te relates. Si tu le fais par nécessité, tu donnes ton pouvoir. Si tu le fais à partir de l'abondance interne, tu partages sans peur de perdre. C'est la clé, que ta paix et ta valeur ne soient pas conditionnées par la présence ou l'absence de personne. Au final, l'autosuffisance est le plus grand pouvoir que tu peux avoir, car elle te libère de l'esclavage émotionnel, te donne de la clarté dans l'incertitude et te permet de vivre avec dignité, même dans la solitude. Lorsque tu l'embrasses, tu découvres que tu n'es jamais complètement sans protection, car tu es toi-même, ton refuge, ta force et ta compagnie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence n'est pas la fin, c'est l'épreuve la plus dure. Lorsque tu appliques le non-contact, tu ne fermes pas une histoire, tu ouvres la porte à un terrain où ta vraie valeur est mesurée. Ici, ce n'est pas celui qui attend le plus qui gagne, ni celui qui désespère d'un message. Ici, gagne celui qui comprend que se taire n'est pas se rendre, c'est montrer qu'il n'a pas besoin de supplier quoi que ce soit. Beaucoup d'hommes pensent que cesser de parler est suffisant, mais ils se trompent. Le vrai jeu commence après le silence. C'est dans ce vide qu'elle observe, analyse et décide si elle va te chercher ou si elle va t'effacer. Et c'est dans ce même vide où tu décides si tu vas devenir un homme qui s'effondre en attendant de l'attention, ou un homme qui grandit, se renforce et la fait se demander en silence ce qu'elle a perdu. Ce processus ne consiste pas à attendre les bras croisés. Il s'agit de construire du respect de soi, d'envoyer un message sans mots. Je continue à avancer avec toi ou sans toi, parce que lorsque le silence est soutenu par la discipline, la composture et la croissance personnelle, il cesse d'être une absence et devient une présence qui pèse plus que n'importe quel mot. Cette vidéo est pour t'apprendre à transformer cette stratégie en quelque chose de beaucoup plus grand que d'attendre simplement une réaction. C'est le début d'une phase critique où tu définis si elle revient dans ta vie par respect et attirance, ou si elle disparaît pendant que tu t'élèves à un autre niveau. Et cela dépend uniquement de la façon dont tu te comportes après avoir gardé le silence. 1. Assume que le silence n'était que le début. C'est comme quand un boxeur se retire dans son coin après le son de la cloche. Le combat n'est pas terminé. Un espace vient juste de s'ouvrir pour respirer, mais ce qu'il fait pendant cet intervalle détermine s'il revient plus fort ou s'il revient vaincu. Le silence qui survient après avoir appliqué le non-contact fonctionne de la même manière. Beaucoup pensent que se taire est suffisant, que couper la communication est la victoire. La réalité est différente. Le silence n'est que le début du véritable test. C'est ici que ta résistance, ton contrôle et ta capacité à maintenir fermement la stratégie sont mesurés. Si tu succombes à la tentation de le rompre, tu gâches tout, parce que le silence n'a pas été conçu pour attendre, il a été conçu pour te transformer. Assumer que le silence n'est que le début signifie que ta tâche n'est pas de t'asseoir et de compter les jours jusqu'à ce qu'elle revienne.
c'est comprendre que cet espace devient ton terrain d'entraînement. Ici, tu commences à renforcer ta discipline, à observer comment elle réagit sans que tu aies à lever le petit doigt et à rediriger l'énergie que tu investissais auparavant à la poursuivre pour construire quelque chose de plus grand. La plupart des hommes échouent parce qu'ils pensent que le silence est une astuce, un moyen de manipuler. Et cette mentalité est l'erreur qui les laisse sans respect, parce que si tu romps le contact à la recherche d'un signe, la seule chose que tu démontres est le besoin. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La première chose est de redéfinir ton objectif. Le silence n'est pas pour la tester, c'est pour te tester toi-même. Si tu l'utilises seulement comme un test pour voir si elle t'écrit, tu perdras. Mais si tu le comprends comme un entraînement pour renforcer ton caractère, chaque jour de silence te donnera du pouvoir. La deuxième chose est de combler le vide par des actions. Fais de l'exercice, lis, travaille sur des projets personnels, change tes routines, apprends des compétences. Reste tellement occupé par ton progrès que le contact avec elle cesse d'être une priorité. Un homme qui vit en attente du téléphone se détruit lui-même. Un homme qui utilise le silence pour se transformer devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Tu dois aussi apprendre à résister à l'anxiété. Le silence est inconfortable parce que l'ego veut des réponses rapides. Mais c'est ici que ton calme parle plus que n'importe quel mot. Si elle met du temps à réagir et que tu restes calme, tu projettes de la valeur. Si tu te désespères et cherches des excuses pour le rompre, tu perds le respect gagné. C'est pourquoi établis un engagement avec toi-même, ne pas vérifier les réseaux sociaux, ne pas envoyer de messages indirects, ne pas chercher d'attention déguisée en hasard. Le contact zéro est radical parce qu'il t'oblige à faire face à la vérité. Et la vérité est qu'elle doit gagner à nouveau une place dans ta vie, pas l'inverse. Enfin, assume que le silence est le début d'un nouveau standard. Il ne s'agit plus de savoir si elle revient, mais si elle revient selon tes règles, avec ton respect intact. Ne pense plus que se taire est suffisant. Le silence doit devenir une déclaration de force. Je n'ai pas besoin de supplier, je n'ai pas besoin de convaincre, ma vie continue. Quand tu comprendras que chaque seconde de non-contact est un investissement en toi, tu arrêteras de le voir comme un sacrifice et tu le verras comme la stratégie qui sépare les hommes ordinaires des hommes de grande valeur. 2. Analyse ses mouvements avec calme. Un joueur d'échecs ne gagne jamais en bougeant d'abord sans réfléchir. Il gagne en lisant chaque pièce sur l'échiquier, en anticipant les coups, en reconnaissant les modèles et en répondant avec patience. Après le non-contact, il en va de même. L'échiquier est le silence et la pièce que tu dois observer est elle. Sa réaction sera la clé qui montrera si le silence la touche vraiment ou si elle continue simplement sa vie comme si de rien n'était. L'erreur de beaucoup d'hommes est de se jeter à nouveau dans le jeu sans avoir étudié la position, et cette précipitation devient leur défaite. Analyser ses mouvements ne signifie pas être obsédé par chaque action, mais interpréter avec froideur ce qui se passe. Si elle essaie de se rapprocher avec des sous-entendus, avec des publications qui semblent conçues pour attirer ton attention, ou avec des messages déguisés en hasard, ce qu'elle fait est de mesurer si tu réponds toujours comme avant. Ne te précipite pas, ne réagis pas comme si c'était une bouée de sauvetage. Observe, respire et comprends que ces mouvements ne sont que des tests de ta résistance. Ici, le calme est ton arme la plus puissante. Il faut aussi apprendre à différencier les gestes réels des faux. Elle peut envoyer un message court, mais s'il n'y a pas de consistance ni de véritable intention de récupérer le lien derrière, alors cela ne signifie rien. Analyser calmement implique de ne pas donner de valeur immédiate à ce qui est superficiel. Beaucoup d'hommes pensent qu'une simple réaction sur les réseaux sociaux est un signe d'intérêt, et c'est là qu'ils tombent dans le piège de donner à nouveau leur pouvoir. Évite cette erreur. Observe les actions soutenues, pas les impulsions momentanées. Comment maintenir ce calme en pratique? D'abord, régule ton esprit. Si tu vérifies constamment ton téléphone en attendant son message, tu as déjà perdu. Une stratégie utile est de fixer des horaires spécifiques pour vérifier tes notifications et ne pas être lié toute la journée.
De cette façon, tu réduis l'anxiété et tu entraînes l'autocontrôle. Deuxièmement, prends des notes mentales de ces modèles. Est-ce qu'elle communique seulement quand elle sent que tu t'éloignes? Est-ce qu'elle montre de la curiosité pour ta vie ou cherche-t-elle simplement une attention rapide? Cette analyse est essentielle pour ne pas te laisser emporter par des émotions momentanées. Un autre conseil est de continuer ta vie pendant que tu observes. Ne tombe pas dans l'erreur de t'arrêter pour attendre. Si elle perçoit que tout ton monde est gelé jusqu'à ce qu'elle apparaisse, le jeu est terminé. Mais si elle remarque que tu es occupé, que tu grandis et que tu avances, chacun de ces mouvements deviendra plus incertain parce qu'elle comprendra qu'elle peut vraiment te perdre. Cette pression psychologique ne peut être obtenue qu'avec calme et discipline, pas avec des réactions désespérées. Analyser calmement implique aussi de ne pas projeter d'attente. N'attends pas que chaque geste soit un signe de réconciliation. Au lieu de cela, considère-le comme des données qui t'aident à comprendre où tu te tiens. Tu découvriras peut-être qu'en réalité, elle n'est pas intéressée à revenir. Et même si cela fait mal, cela te donnera la clarté pour fermer un cycle et ne pas rester coincé dans de faux espoirs. Le calme, c'est accepter n'importe quel scénario, avec ou sans elle, parce que ta valeur ne dépend pas de sa réponse. En conclusion, ce point est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Il ne s'agit pas de la surveiller, il s'agit d'observer sans perdre ton équilibre. Le silence a été le premier mouvement, mais ta capacité à analyser sans précipitation est ce qui fait la différence entre paraître un homme faible et projeter un homme de grande valeur. Observe, attends et réponds seulement quand c'est nécessaire. Que ton calme soit le signal le plus fort que tu ne vis plus en réagissant à elle, mais que c'est toi qui contrôles l'échiquier. 3. Ravive l'attraction de manière subtile. Le feu qui s'éteint ne meurt pas toujours. Parfois il reste une braise cachée, silencieuse, attendant le moment juste pour se rallumer avec plus de force. C'est ainsi que fonctionne l'attraction après le non-contact. Si tu essaies de souffler avec désespoir, tu ne réussis qu'à l'éteindre complètement. Mais si tu alimentes la braise avec patience et précision, cette étincelle se transforme à nouveau en flamme. Raviver l'attraction ne signifie pas la poursuivre ni montrer de l'anxiété, cela signifie éveiller son intérêt de manière si subtile qu'il semble que tu n'as jamais essayé. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'ils doivent revenir avec de grands gestes, des déclarations intenses ou des démonstrations d'amour, mais tout cela ne transmet que le besoin. La subtilité est ce qui éveille vraiment l'intrigue chez une femme. Une vie active, de nouveaux projets, des changements visibles dans ton attitude et ton environnement en disent plus que n'importe quel mot. Elle doit percevoir que tu continues à grandir sans sa présence, et cette perception est le coup le plus fort qui l'a fait se demander si te perdre était vraiment une décision intelligente. Comment y parvenir en pratique? D'abord, concentre-toi sur toi. L'attrait le plus puissant ne se construit pas avec des mots. Il se construit avec des actions. Améliore ton physique, non pas pour elle, mais pour toi. Change ton style, soigne ton image, développe de nouvelles compétences. Lorsqu'elle verra que ta version actuelle dépasse celle qu'elle a connue, l'attraction se ravivera naturellement. Deuxièmement, utilise l'absence à ton avantage. Tu n'as pas besoin de lui parler directement pour lui rappeler ta présence. Une publication subtile sur les réseaux sociaux, une photo montrant tes progrès, un signe que ta vie avance sans effort, tout cela a un impact sans que tu aies à la chercher. La clé est de ne pas exagérer. Si tu le fais pour attirer son attention, cela se voit et l'authenticité disparaît. C'est pourquoi chaque action doit naître de ta discipline, non de ton anxiété. Si tu décides de t'entraîner, fais-le parce que tu veux grandir. Si tu partages quelque chose, fais-le parce que cela reflète ta vie, non parce que tu cherches à la provoquer. L'attraction se ravive quand elle perçoit que ta transformation est authentique, non fabriquée pour la manipuler. Un autre point important est l'énergie que tu transmets quand elle décide de s'approcher. Si elle réagit à ton silence par curiosité ou tente un contact,
Évite de répondre avec une froideur excessive ou un enthousiasme débordant. Garde un équilibre, sois cordial, mais pas dans le besoin. Montre-lui par ton attitude que ta vie est riche en expériences et qu'elle n'est pas le centre de ton univers. Cette combinaison de distance et de confiance est ce qui réveille à nouveau le magnétisme. De plus, raviver l'attraction implique de maintenir un air de mystère. Ne raconte pas tout, ne montre pas chaque détail de ta vie. Laisse des espaces en blanc pour qu'elle se demande ce qui se passe avec toi. Le mystère est un aimant puissant, et lorsqu'il est combiné avec la discipline d'un homme qui ne supplie pas, il devient une arme mortelle pour rallumer son intérêt. En résumé, la subtilité est la différence entre quelqu'un qui poursuit et quelqu'un qui attire. Le désespoir détruit le respect, mais le calme et l'authenticité le renforcent. Souviens-toi de la métaphore. Ne souffle pas fort sur la braise, nourris-la avec précision. Ta croissance personnelle, ta contenance et ta capacité à maintenir le mystère seront les éléments qui transformeront ce silence en un nouveau feu. Et le meilleur de tout, tu le feras sans le demander. Parce qu'un homme de grande valeur ne cherche pas à être attirant. Il l'est simplement. 4. Éveille sa curiosité. Un livre fermé sur la table suscite toujours plus d'intérêt qu'un livre ouvert montrant toutes ses pages. L'esprit humain désire découvrir ce qui est caché, ce qui ne se révèle pas facilement. C'est ainsi que fonctionne aussi l'attraction après le non-contact. Si elle pense te connaître complètement, elle perd de l'intrigue. Mais si elle perçoit qu'il y a de nouvelles couches en toi qu'elle ne comprend pas encore, son esprit commence à tourner, se demandant ce que tu fais, comment tu changes, pourquoi ton silence ne se brise pas. Cette curiosité est la graine qui peut la faire revenir vers toi. Éveiller sa curiosité ne signifie pas manipuler ou inventer une vie fausse, cela signifie cesser d'être prévisible. Quand elle sait que tu réagis toujours de la même manière, que tu réponds vite, que tu es disponible, il n'y a plus de mystère. Mais quand tu brises ce schéma et commences à bouger différemment, sans donner d'explication, la perception change. La curiosité naît de l'incertitude, et si tu apprends à la générer, tu récupères un pouvoir énorme. Comment l'appliquer en pratique? D'abord, change tes routines et montre-le sans besoin d'exagérer. Si tu allais toujours aux mêmes endroits, essaie de nouveaux environnements. Si ta vie semblait répétitive, incorpore des projets différents. Une personne qui se réinvente suscite automatiquement de l'intérêt. Deuxièmement, apprends à partager sans trop révéler. Si tu publies sur les réseaux, fais-le intelligemment. Montre du progrès, de l'activité, de l'énergie, mais ne raconte jamais toute l'histoire. Laisse des fils non résolus qui la feront se demander avec qui tu étais, ce que tu faisais, où tu vas. La curiosité ne naît pas de l'évidence. Elle naît de ce qui est partiellement caché. Un autre point essentiel est le silence stratégique. Lorsqu'elle essaie de te contacter, évite de tomber dans le piège de répondre immédiatement ou de donner de longues explications. Sois bref, direct, aimable, mais ne lui donne pas toute ton attention. Cela l'oblige à remplir les vides avec son imagination et c'est dans cet espace que l'intérêt grandit. La curiosité fonctionne parce que l'esprit déteste ne pas avoir de réponse claire et plus tu lui en donnes, plus elle pensera à toi. Tu dois également prendre soin de ton langage corporel et de ton énergie lorsque vous vous retrouvez. Ne montre pas d'anxiété ni n'agis comme si tu attendais cette rencontre. Projette du calme, de la confiance et une touche de mystère. Ne parle pas trop, n'essaie pas de justifier ton silence. Laisse simplement ton attitude suggérer que ta vie est à un point solide et qu'elle n'est le centre de rien. Ce contraste entre ce qu'elle connaissait de toi et ce qu'elle voit maintenant est ce qui éveille les questions qu'elle ne peut ignorer. Évite les erreurs les plus courantes. N'essaie pas de provoquer la jalousie de manière évidente. N'invente pas de faux succès. Ne publie pas seulement pour attirer son attention. Ces actes transparents détruisent ta crédibilité. La curiosité authentique naît lorsqu'elle perçoit de vrais changements dans ta vie, pas lorsqu'elle sent la manipulation. Sois authentique dans ton progrès et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. En fin de compte, éveiller sa curiosité n'est pas tant pour elle que pour toi.
Car lorsque tu deviens quelqu'un qui évolue constamment, qui ne reste pas coincé dans le passé, ta vie génère naturellement de l'intérêt. Elle peut revenir ou non, mais ta croissance continuera d'attirer des personnes et des opportunités. Et c'est la position de force que tu ne dois jamais perdre. Ne pas être un livre ouvert que n'importe qui peut lire, mais une histoire qui se développe à chaque page et que seuls les courageux ont le privilège de découvrir. 5. Maintiens la stabilité émotionnelle. Un bâtiment peut être haut, moderne et brillant, mais s'il n'a pas de fondation solide, un simple tremblement suffit pour qu'il s'effondre en quelques secondes. C'est ainsi qu'un homme fonctionne également après le non-contact. Tu peux projeter de la force, du mystère et de l'attraction, mais si ta stabilité émotionnelle se brise au premier mouvement de sa part, tout ce qui a été construit s'effondre. La véritable différence entre un homme ordinaire et un homme de grande valeur ne réside pas dans ce qu'il dit ou ce qu'il semble être, mais dans sa capacité à rester calme au milieu de n'importe quelle tempête. Lorsque tu appliques le silence, le plus difficile n'est pas de cesser de parler, mais de contrôler ce qui se passe en toi. L'anxiété, le besoin d'un signe, la tentation de briser les règles pour ressentir un soulagement immédiat. C'est cette bataille qui définit ton caractère. Maintenir la stabilité émotionnelle signifie que, même si elle met du temps à réagir, même si elle décide de t'ignorer, tu restes debout sans t'effondrer de l'intérieur. Comment y parvenir en pratique? D'abord, reconnais tes émotions au lieu de les nier. Le silence est inconfortable et il est normal de se sentir vide ou même effrayé. La différence réside dans le fait de ne pas laisser ces émotions diriger tes actions. Lorsque l'anxiété se manifeste, cherche des moyens de la transformer, fais de l'exercice, travaille sur ton développement personnel, consacre du temps à des projets qui te mettent au défi. Chaque fois que ton esprit veut courir vers elle, montre-lui un nouveau chemin vers toi. Deuxièmement, évite les déclencheurs qui alimentent ton instabilité. Ne vérifie pas ses réseaux sociaux, ne demande pas aux autres à son sujet, ne cherche pas des signes dans chaque geste. Ces habitudes ne font qu'augmenter ta dépendance émotionnelle et t'affaiblissent. Maintenir la stabilité, c'est aussi se protéger contre les stimuli qui te dévient de ton centre. Troisièmement, contrôle ta réaction lorsqu'elle décide de réapparaître. Elle peut le faire avec un message court, une allusion ou même une attitude froide pour te tester. Ici, ta mission est de ne pas céder à l'impulsion de répondre avec désespoir ou colère. Réponds si tu juges nécessaire, mais fais-le avec neutralité et retenue. Ni trop d'enthousiasme, ni d'indifférence exagérée. L'équilibre est ce qui transmet que tu n'es plus lié à ces jeux, que ta vie continue son cours avec ou sans sa présence. Un autre conseil clé est de maintenir des routines solides. La stabilité émotionnelle ne se construit pas seulement dans les moments de crise, elle se travaille jour après jour. Réveille-toi tôt, organise ton temps, mange bien, repose-toi suffisamment. Ces habitudes renforcent ton esprit et ton corps, créant un terrain solide où les émotions ne peuvent pas facilement t'entraîner. La discipline est la base de la sérénité. Évite à tout prix de devenir esclave de l'espoir. Attendre avec anxiété un message ou un signe, c'est laisser ton monde dépendre de quelque chose d'externe. La stabilité émerge lorsque tu acceptes n'importe quel résultat, même la possibilité qu'elle ne revienne pas. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est du pouvoir. Parce qu'un homme qui reste entier face à l'incertitude est un homme qui ne peut pas être manipulé. En conclusion, maintenir la stabilité émotionnelle, c'est construire des fondations impossibles à briser. Peu importe si elle essaie de te provoquer, si elle joue avec ton silence ou si elle décide de disparaître, tu restes le même, ferme, centré et en contrôle. Cette constance est ce qui suscite le plus de respect et d'attraction, car elle montre que ta valeur ne dépend de personne. En fin de compte, un homme de grande valeur ne se définit pas par ce qu'il réalise lorsque tout va bien, mais par la force qu'il maintient lorsque tout semble s'effondrer. 6. Exige la réciprocité. Un pont ne tient pas si une seule extrémité le supporte. Tôt ou tard, il se brise sous le poids. Il en va de même dans une relation.
Si une seule personne donne, si une seule personne fait des efforts, si une seule personne maintient le lien, l'usure est inévitable. Après le non-contact, vient le moment où tu dois exiger la réciprocité, car la stabilité émotionnelle et le respect de soi ne servent à rien si tu acceptes de retourner à une dynamique où tout le poids repose sur toi. Un homme de grande valeur comprend que donner sans recevoir n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Et c'est une ligne qu'il ne doit jamais franchir. Exiger la réciprocité ne signifie pas imposer, manipuler ou réclamer avec colère. Cela signifie établir une norme ferme. Si elle veut une place dans ta vie, elle doit le prouver par des actions réelles, pas par des promesses vides ou des gestes superficiels. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils pensent qu'ils doivent accepter le minimum pour la récupérer. Et cette attitude les plonge dans un cycle de dépendance. Quand tu acceptes des miettes, tu deviens un homme oubliable, mais quand tu établis une norme claire, tu deviens quelqu'un de respecté. Comment appliquer cette leçon en pratique? D'abord, observe la qualité de ses actions. Te cherche-t-elle seulement quand elle sent qu'elle est en train de te perdre ou fait-elle un effort constant pour se reconnecter? Une réaction isolée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la constance. Si elle veut vraiment revenir dans ta vie, elle le montrera par un intérêt sincère, par du temps, par la volonté de t'écouter et par des changements visibles dans son comportement. S'il n'y a pas de réciprocité, le silence doit être maintenu, car revenir sans condition est un recul. Deuxièmement, évite de justifier son manque d'effort. Beaucoup d'hommes se trompent en disant « peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle ressent ». Ces excuses ne font que prolonger l'auto-tromperie. La réciprocité est simple. Si elle apprécie ta présence, elle le montrera. Si elle ne le fait pas, il n'y a plus rien à dire. Troisièmement, sois clair dans ton comportement. Il n'est pas nécessaire de faire des discours ou des avertissements. Ton attitude doit être celle qui fixe la norme. Si elle donne, tu donnes. Si elle fait des efforts, tu réponds. Mais si elle cherche seulement à recevoir sans rien apporter, garde tes distances. Cette cohérence est ce qui montre que tes règles ne sont pas négociables. Le respect se gagne lorsque tes actions sont fermes et constantes, pas lorsque tu cèdes au moindre stimulus. Un autre conseil important est de ne pas confondre réciprocité avec perfection. Il ne s'agit pas d'attendre qu'elle fasse tout comme tu l'imagines, mais qu'il y ait un équilibre juste. De petits gestes d'intérêt, une attention réelle, une disponibilité pour grandir ensemble sont des signes qu'elle comprend ta valeur. Ce que tu ne dois jamais accepter, c'est l'indifférence déguisée en affection ou le contact superficiel déguisé en engagement. Exiger la réciprocité est aussi une façon de protéger ton énergie. Tu ne peux pas dépenser ton temps ni tes émotions pour quelqu'un qui n'est pas prêt à investir la même chose. Si elle ne répond pas avec la même intensité, cela signifie qu'elle n'est pas alignée avec toi. Et même si cela peut faire mal, il vaut mieux le découvrir à temps que de te noyer dans une relation déséquilibrée. En conclusion, ce point définit la différence entre un homme qui se contente et un homme qui se respecte. Si tu décides de rouvrir la porte, que ce soit à condition qu'elle marche aussi vers toi, ne mendie pas l'attention ni ne justifie le manque d'effort. Un lien réel se construit avec deux personnes qui donnent et reçoivent dans la même mesure. Si cet équilibre n'existe pas, ton devoir est de rester ferme, car la réciprocité n'est pas un luxe, c'est la base de toute relation saine. 7. Renforce ta croissance personnelle. Un arbre qui cesse de grandir commence à se dessécher de l'intérieur, même si de l'extérieur il semble toujours vert. Il en va de même pour un homme qui s'arrête après le non-contact. Il peut sembler calme, il peut maintenir le silence, mais s'il n'investit pas dans sa propre croissance, tôt ou tard, la faiblesse se fait sentir. Le véritable objectif de cette stratégie n'est pas qu'elle revienne, c'est que tu avances, que tu renforces chaque domaine de ta vie jusqu'à devenir quelqu'un d'aussi solide que personne ne peut ignorer ta valeur. L'erreur commune est d'utiliser le non-contact comme une pause pour attendre, au lieu de le voir comme un moteur pour évoluer.
Un homme de grande valeur comprend que chaque jour de silence est une opportunité pour se renforcer. Si auparavant tu investissais de l'énergie à poursuivre, maintenant cette même énergie doit être dirigée vers toi. Parce qu'au final, ce qui suscite le plus d'attraction et de respect n'est pas le vide qu'elle ressent, mais le changement réel qu'elle voit quand elle te regarde à nouveau. Comment renforcer ta croissance personnelle en pratique? Commence par ton corps. Le physique est ta carte de visite et améliorer ta condition, t'entraîner avec discipline, bien manger et te reposer suffisamment te donne plus qu'une bonne apparence. Cela te donne de l'énergie, de la confiance et de la discipline. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de faire de ton corps le reflet de ton autocontrôle. Ensuite, travaille ton esprit. Lis, étudie, apprends de nouvelles compétences. Si auparavant ton temps était pris dans des disputes ou des pensées obsessionnelles, il doit maintenant se transformer en investissement de connaissances. Un homme qui grandit intellectuellement ne s'améliore pas seulement pour lui, il devient aussi quelqu'un qui apporte plus dans n'importe quel environnement. Cette expansion mentale est ce qui différencie un homme coincé dans le passé de celui qui avance. Ne néglige pas tes émotions. Grandir implique aussi de guérir des blessures, d'affronter des peurs et de travailler sur la stabilité intérieure. La méditation, l'écriture ou même la thérapie sont des outils puissants pour transformer l'anxiété en clarté. Parce qu'un homme qui se comprend lui-même cesse d'être esclave de ses émotions et projette un calme qui se ressent même en silence. La croissance personnelle se reflète aussi dans ton environnement. Améliore ton style. Prends soin de ton espace, organise ta vie financière. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin d'ordre. Une vie structurée en dit plus sur toi que 1000 mots. Quand quelqu'un voit que ton monde est en équilibre, il comprend que tu n'attends rien ni personne pour avancer. Un point clé est de te maintenir constamment au défi. Ne cherche pas le confort, cherche des défis qui te font sortir de ce que tu connais. Inscris-toi à un cours, voyage, apprends une langue, change des habitudes qui te limitaient auparavant. Chaque défi surmonté est une preuve que ta valeur ne dépend pas d'une relation, mais de ta capacité à évoluer sans t'arrêter. Évite l'erreur d'utiliser la croissance seulement comme une stratégie pour la récupérer. Cette voie te fera perdre rapidement la motivation. La véritable croissance doit venir de toi, de ta vision de l'avenir et de la conviction que tu n'as pas besoin d'approbation externe pour avancer. Quand ton amélioration est authentique, les autres le remarquent et l'attraction se ravive sans effort. Mais le plus important est que tu ne dépends plus de son retour, ou non. En conclusion, renforcer ta croissance personnelle est le cœur de tout ce processus. Ce n'est pas une option. C'est l'essence qui transforme le silence en pouvoir. 8. Agis toujours avec sang-froid. Une rivière peut traverser des montagnes et se frayer son propre chemin sans avoir besoin de crier ni de se précipiter. Elle le fait avec patience et fermeté, en maintenant son cours sans dévier, même si le terrain est hostile. C'est l'image de la composture qu'un homme doit refléter après le non-contact, parce que ce qui met vraiment à l'épreuve ta valeur n'est pas l'intensité de tes paroles, ni la rapidité de tes actions, mais ta capacité à maintenir une présence solide, sereine et ferme face à toutes circonstances. La composture est l'équilibre entre la force et le calme. C'est cette attitude qui communique sans parler que tu ne perds pas le contrôle. Que ton monde ne vacille pas même si elle apparaît, disparaît ou essaie de te provoquer. Beaucoup d'hommes perdent ce point parce que lorsqu'elle revient avec un geste minimal, ils se précipitent, montrent de l'anxiété ou réagissent avec un excès de froideur pour dissimuler leur insécurité. Les deux extrêmes sont destructeurs. Comment entraîner cette composture? D'abord, comprends que ce n'est pas un masque, c'est le reflet de ta discipline. La composture se construit dans les petites habitudes. Parler clairement sans avoir besoin de crier, écouter avant de répondre, contrôler le ton lorsque l'émotion cherche à s'imposer. Si tu travailles sur ces détails au quotidien, lorsque le moment critique arrivera, tu n'auras pas besoin de faire semblant, la composture sortira d'elle-même parce qu'elle fait déjà partie de toi. Deuxièmement,
Apprends à gérer tes réactions face à elle. Si elle décide de s'approcher, ne tombe pas dans la tentation de montrer du désespoir. Ne la submerge pas d'explications sur ton silence, ni ne l'accueille avec la froideur exagérée de celui qui veut paraître dur. Agis avec équilibre. Un salut cordial, une réponse sûre et une attitude calme en disent plus que n'importe quel discours. Souviens-toi qu'elle évalue ton comportement. Et la composture est ce qui fera la différence entre paraître faible et projeter du respect. Troisièmement, soigne ton langage corporel. Il ne suffit pas de ce que tu dis. Ta posture, tes gestes et ton regard communiquent plus que 1000 mots. Un homme qui maintient la composture n'évite pas le regard, ne croise pas les bras en défense, ni ne se montre agité. Il transmet la sécurité avec sa présence, sans avoir besoin d'exagérer. C'est ce type d'énergie que l'on ressent sans qu'il fasse un effort. Un autre aspect essentiel est de ne pas laisser son comportement dicter ton état émotionnel. Elle peut t'ignorer, se montrer distante ou essayer de te provoquer avec des attitudes ambiguës. Ici, la composture est ton bouclier. Si tu réponds avec irritation ou besoin, tu perds. Si tu gardes ton calme et continues ta vie, tu envoies le message le plus puissant. Rien d'extérieur ne me contrôle, pas même toi. De plus, agir avec composture ne signifie pas être indifférent. Cela signifie être maître de soi. Tu peux montrer de l'intérêt si tu le ressens, mais toujours à partir d'une position d'équilibre. Ne cherche pas l'approbation, ne demande pas d'explications inutiles, ne montre pas d'anxiété pour ce que tu ne peux pas contrôler. La composture consiste à accepter la réalité telle qu'elle est et à répondre avec dignité. En fin de compte, ce point se connecte avec tous les autres. Le silence perd sa force si tu le brises avec désespoir. L'analyse ne sert à rien si tu réagis impulsivement. L'attraction s'éteint si tu te montres anxieux. La curiosité meurt si tu te donnes trop vite. Tout repose sur la composture. C'est la base qui unit les pièces et le filtre qui définit si tu es vraiment un homme de grande valeur. Comprends-le. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit.